Welcome back. Welcome back, everyone, to the Superior Health Council's General Assembly on Sustainable and Healthy Foods. I hope you are all recharged a bit, because next up we have Professor Luc Pussemeer, who is an expert at the Superior Health Council on food safety. And he will give us an insight on how the Council tries to contribute and inspire and support the creation of sustainable food concept in a multidisciplinary approach with the publication of its consensual scientific advice reports. Professor Pussemeer, the floor is yours. Bonjour à tous. Dans cette présentation, j'aimerais vous montrer comment nous tentons au Conseil supérieur de la santé de mettre en pratique cette notion de développement durable, de concilier les impératifs de sécurité sanitaire avec ceux de durabilité. Les objectifs de cette présentation sont donc, tout d'abord, de montrer les liens qui existent entre, d'une part, les concepts de durabilité et de sécurité sanitaire, et d'autre part, les méthodes de production. Ensuite, de vous montrer des exemples pratiques d'implémentation de ce concept au Conseil supérieur de la santé. Et finalement, de voir en quoi les exigences d'alimentation saine et durable sont compatibles à la lumière des travaux du Comité intergouvernemental sur le changement climatique, le GIEC, et de la commission du Lancet. Alors, pour commencer, un petit rappel. Il faut savoir que 15 à 30% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur de production alimentaire. Par ailleurs, nous avons à peu près une personne sur 5 qui meurt d'un régime de mauvaise qualité. Et finalement, sur Terre, nous avons 1,9 milliard de personnes qui sont en surpoids et un autre milliard qui souffrent de malnutrition. Si bien que sur Terre, une personne sur deux est finalement concernée par un problème de mauvais régime alimentaire. Finalement, nous nous trouvons devant cette situation où 3 pandémies sévissent, celle de la sous-nutrition, de la mauvaise nutrition, une deuxième qui sévit plutôt dans les pays riches, l'obésité, mais également dans les pays en développement, et le changement climatique qui sévit partout. Ces 3 pandémies se renforcent mutuellement. Et pour s'y opposer, nous avons un autre outil qui est l'agriculture durable et la production d'aliments sains. Pour que l'agriculture soit durable, il faut qu'elle respecte l'environnement et qu'elle capture les gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'elle les séquestre plutôt que de les émettre. Qu'elle procure à la société des services qui sont souhaités, comme la production d'aliments en quantité et en qualité, la gestion des paysages, le contrôle de l'érosion, des inondations, et finalement aussi qu'elle procure un revenu décent aux différents acteurs qui interviennent dans la production des aliments tout au long de la chaîne alimentaire. Pour beaucoup d'entre nous, un régime sain, c'est un régime avec des sans. C'est un régime qui ne contient pas. C'est un régime sans contaminants, sans résidus de pesticides ni additifs, sans métaux lourds, PCB et autres dioxines, contaminants chimiques, sans contaminants biologiques tels que les salmonelles, les norovirus, etc. Mais également sans autres constituants toxiques qui proviennent des plantes, de moisissures, d'algues qui se développent dans le milieu, d'allergènes qui accompagnent les plantes, d'autres substances qui provoquent des intolérances comme le lactose, le gluten et les sulfites.
Sur cette problématique, sur la présence de contaminants dans les aliments, le Conseil supérieur de la santé a sorti quelques rapports, notamment un sur la présence d'arsenic dans les aliments pour enfants et nourrissons, essentiellement dans le riz, mais également la présence d'arsenic et d'autres éléments toxiques dans les algues et des compléments alimentaires à base d'algues. Actuellement, nous travaillons sur un nouveau projet qui consiste à établir un peu quelle serait la balance optimale entre risques et bénéfices liés à la consommation de poissons et autres fruits de mer. Mais des aliments de qualité, ce sont aussi des aliments qui procurent tous les nutriments, macro comme micro, y compris les phytonutriments et les fibres. C'est une alimentation qui respecte toute une série d'équilibres entre groupes de nutriments comme les protéines, les lipides, les hydrates de carbone, et au sein de ces groupes, d'autres équilibres comme les rapports en acides gras saturés et insaturés entre oméga 6 et oméga 3, etc. Mais aussi éviter certains excès de sucre simple, d'alcool, de sel, trouver un équilibre entre aliments caloriques et aliments qui sont riches en fibres et phytonutriments. À ce sujet également, nous avons quelques opinions émises du Conseil supérieur de la santé, notamment sur la sécurité des huiles et des graisses, sur les acides gras saturés hétérogènes de l'huile de palme, sur les acides gras trans d'origine industrielle, sur les risques associés à la consommation d'alcool, mais également donc des recommandations nutritionnelles qui sont régulièrement remises à jour et un avis sur le régime végétarien. L'empreinte environnementale des aliments est un outil qui permet d'estimer le coût environnemental sur tout le parcours de la chaîne alimentaire, du berceau au tombeau. On utilise surtout 3 indicateurs. Le premier est relié aux émissions de gaz à effet de serre. Le second est relié à la surface totale requise pour produire un aliment donné. Et le troisième à la quantité d'eau qui est nécessaire ou qui est mise en œuvre pour obtenir l'aliment. Cela s'applique à toute la production primaire, mais aussi à la transformation des produits, le transport des produits, leur conditionnement, etc., jusqu'à la consommation. Sur ce tableau, nous retrouvons nos 3 indicateurs, émissions de gaz à effet de serre, en équivalent carbone, surface globale et eau consommée, pour toute une série de denrées, d'abord des denrées animales, comme le bœuf, le porc, mais également des denrées végétales. Et on constate que tous ces indicateurs, ou la plupart, sont beaucoup plus élevés pour certains produits animaux, comme particulièrement le bœuf, et alors qu'ils sont nettement plus bas pour des composés végétaux comme le blé. Voyons un peu maintenant les aspects sanitaires. D'après l'OMS, la viande transformée appartient au groupe 1 des substances cancérogènes. Donc il y a de l'évidence comme quoi cette denrée est cancérogène pour l'homme. Alors que la viande rouge est classée dans le groupe 2A, c'est-à-dire qu'on considère qu'elle est probablement cancérogène pour l'homme. En termes quantitatifs, on propose une consommation optimale de viande rouge comprise entre 126 et 189 grammes par semaine, alors que pour la viande transformée, cette fourchette est comprise entre 0 et 30 grammes. Ici aussi, donc, le Conseil supérieur de la santé a émis quelques avis donc, concernant un peu les risques liés à la consommation de produits animaux. On les retrouve notamment dans les recommandations générales nutritionnelles pour la population adulte belge, dont j'ai déjà parlé précédemment. Nous avons des avis plus spécifiques sur la viande rouge et la viande transformée et la prévention du cancer colorectal. Nous avons également un avis conjoint avec le comité scientifique de l'Agence alimentaire sur la consommation d'insectes.
Et finalement, nous avons un avis sur la problématique des produits laitiers et du lait dans un régime sain et le possible lien qui peut exister avec un cancer du sein. Alors dans cette catégorie, on peut aussi citer le dernier avis du Conseil supérieur de la santé qui concerne le régime en alimentation végétarienne. Il s'agit surtout de recommandations pour certains groupes de la population, les enfants, les femmes enceintes ou encore les seniors, afin qu'ils puissent éviter certaines déficiences nutritionnelles et d'autres risques qui pourraient être liés à leur choix alimentaire. Venons-en maintenant aux applications, aux aspects environnementaux. Nous avons vu que l'empreinte carbone est supérieure pour les produits animaux et qu'au sein de cette catégorie, il faut aussi établir encore certaines différences dans le sens où le bœuf a une empreinte environnementale plus élevée que le porc, la viande rouge plus élevée que la viande blanche comme la volaille ou le poisson, et que la viande en général a une empreinte environnementale plus élevée que les produits laitiers ou les œufs et produits dérivés des œufs. Et donc il existe aussi des différences assez sensibles suivant le mode de production qui a été adopté. Le bétail qui est nourri à l'herbe ou au foin fournira une empreinte écologique beaucoup plus favorable que le bétail qui a été élevé de façon industrielle avec des aliments importés d'autres continents, par exemple. Du reste, il s'avère que la qualité organoleptique et nutritionnelle est supérieure en suivant les méthodes de production agroécologiques. Ainsi, des études ont montré que lorsque les animaux ont accès à l'herbe ou au foin, on note une teneur plus élevée en acide oméga 3, un meilleur rapport entre oméga 6 et oméga 3 et moins d'antibiotiques et de résidus phytopharmaceutiques. En outre, on contribue à un meilleur bien-être animal. Eh bien voilà, il est temps maintenant de voir au quotidien comment cela se traduit vraiment en régime alimentaire. Et voyons ce qu'en dit la commission du Lancet, le GIEC et finalement le Conseil supérieur de la santé. Et voyons tout d'abord ce qu'en dit la commission du Lancet qui a publié plusieurs articles sur la question à partir des années 2019. Et voici un tableau qui représente les différentes catégories d'aliments qui doivent constituer un menu de référence pour 2500 kilocalories, donc c'est adapté en fonction des besoins de la personne en question. Nous voyons ici que pour les différentes catégories de produits végétaux, céréales, tubercules, légumes, fruits, nous avons une valeur moyenne qui est proposée ainsi qu'une fourchette. On constate que dans certains cas, la fourchette part de 0, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé, entre guillemets, de consommer de cette catégorie d'aliments. On peut très bien consommer une autre source d'hydrates de carbone que les céréales en allant, par exemple, vers les tubercules. Donc, il y a certains mouvements qui sont possibles. En revanche, pour tout ce qui est produits animaux, que l'on voit ici dans la partie supérieure du tableau, donc on constate que les portions sont très congrues, donc très peu de quantité par jour qui sont recommandées, et on a davantage pour la volaille que pour le bœuf ou le porc. Et pour les légumineuses, là, vous voyez, donc on recommande quand même 100 grammes par jour, ce qui n'est pas négligeable, ainsi que les noix à 25 grammes. Quant au GIEC, et puis il met quelques accents légèrement différents, mais on va voir que en gros ça va dans le même sens, puisque le GIEC recommande de consommer plus de céréales secondaires, comme l'épeautre,
le seigle et l'avoine, donc des céréales secondaires qui sont généralement consommées complètes, ce qui va un peu dans le sens de ce que l'on souhaite. Plus de noix et de petites graines, plus de légumineuses, bien sûr plus de fruits et légumes produits localement. Quant aux volailles, donc un peu plus de tolérance pour les volailles que pour les autres types de viande. Sinon, donc, on propose des alternatives à la viande comme les insectes. Par contre, on recommande moins de bœuf, d'agneau, donc de viande rouge, disons, moins de consommation de boissons sucrées, et moins de grandes céréales comme le riz, le blé et le maïs. Et finalement, que dit la Belgique avec le Conseil supérieur de la santé? Eh bien, dans ses recommandations nutritionnelles, 5 priorités sont ressorties. La première, c'est qu'il faut consommer plus de céréales complètes, au moins 125 grammes par jour. La seconde, c'est plus de fruits et plus de légumes. Et la troisième, plus de légumineuses, au moins une fois par semaine en substitut d'un repas à base de viande. Également plus de noix, une petite poignée, 15 à 25 grammes. Et on recommande de ne pas ajouter du sel. Donc, on peut dire qu'il y a une certaine uniformité dans les recommandations qui nous sont données. Donc, en conclusion, on peut certainement signaler que s'il apparaît que des aliments sains constituent une priorité depuis très longtemps, il est maintenant bien établi que la durabilité doit également être prise en compte. Certains aliments, comme les produits d'origine animale, sont considérés globalement comme moins durables en raison d'une empreinte environnementale plus élevée, mais il faut aussi prendre en compte le mode de production et éviter les élevages hyper industrialisés, le recours massif aux intrants chimiques, le transport à longue distance, les emballages, etc. Heureusement, il est possible de rendre notre régime alimentaire plus durable et plus sain, et cela on peut le faire en y intégrant davantage de produits végétaux, des céréales complètes, des fruits et légumes, des noix et des légumineuses, également en évitant certaines denrées plus spécifiques comme la viande transformée et la viande rouge. Finalement, les paramètres clés pour un régime alimentaire à la fois sain et durable peuvent se résumer par ceci, donc une préférence aux produits végétaux riches en fibres et une limitation dans le recours aux produits ultra transformés, riches en graisse saturée essentiellement, ou les produits contenant beaucoup de sucre ajouté ou du sel. Voilà. En suivant ces quelques recommandations, il est clair que le consommateur pourra progresser dans son cheminement pour rencontrer les besoins d'une alimentation saine et durable. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.